Ben, on est pile à l'heure, il est 14 heures. Impeccable. Bonjour, merci d'être là, aussi nombreux. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. Je vais commencer par me présenter. Je suis Aude-Bach, je suis kinésiologue. Je suis installée depuis une douzaine d'années en Haute-Vienne. Voilà. Et aujourd'hui, je vais vous parler, donc j'ai prévu un sujet, c'est une présentation sur la mémoire cellulaire, la psychogénéalogie, entre guillemets, plus exactement la mémoire transgénérationnelle, l'épigénétique et la kinésiologie libre quantique, c'est ce que je pratique. Voilà. Alors pour les gens qui ne connaissent pas la kinésio, qui n'ont jamais fait de séance de kinésio, je vais commencer par simplement une petite présentation de ce qu'on appelle le test musculaire. En kinésio, on utilise une forme de langage du corps et on utilise un outil qu'on appelle le test musculaire. Donc je vais essayer de vous présenter le truc comme je peux, là, avec un micro dans la main. Donc quand les gens viennent, je leur fais d'abord, pour la première fois, je leur fais déjà expérimenter ce qu'est le test musculaire. C'est-à-dire que je leur fais mettre la bras, alors moi les gens, ils travaillent, ils sont allongés quand je travaille. Je leur fais mettre le bras comme ça, tout simplement, et je vais leur demander de faire appel à une pensée positive, quelque chose qui leur plaît. Et je vais tester la tonicité du brachial antérieur, comme ça. Après, je leur fais tester, je leur demande de faire appel à une pensée négative, un mauvais souvenir, quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et là, il y a le bras qui va lâcher. Voilà. Je leur fais expérimenter ça déjà pour qu'ils prennent conscience de qu'est-ce qui se passe. Et je peux avoir un grand costaud, hein, ça marche pareil. Il ne peut pas retenir le bras. C'est ce qu'on appelle la force du Jedi. La force du Jedi, c'est une réalité. Hein. Quand je suis dans mon équilibre et ma stabilité, j'ai une force naturelle, je ne peux pas baisser mon bras. Ça, c'est le secret des arts martiaux. Ça repose sur l'énergétique. Par contre, quand je passe du côté obscur de la force, c'est-à-dire que je commence à être envahi par des pensées négatives, des peurs, tout un tas de trucs négatifs, je perds physiquement ma tonicité musculaire. Et j'explique aux gens qui viennent d'expérimenter le lien entre le corps et l'esprit. Parce qu'il n'y a pas de séparation. Ce qui se passe là, résonne là. Ok ? Bon. Donc ceci étant dit, je vais commencer ma présentation. Et je vais commencer en vous citant 2 cas concrets, pratiques. Concrètement, comment est-ce qu'on arrive à explorer un arbre généalogique en kinésio, en séance de kinésio. Donc je vais vous citer 2 cas que j'ai eus récemment, donc que j'ai notés. Alors évidemment, je modifie les prénoms, enfin je ne garde que ce qui nous intéresse. Je ne vais pas faire un résumé de séance, ça dure 1h30, une séance de kinésio. Hein. Donc je vais commencer par vous parler d'une jeune femme qu'on va appeler Léa, par exemple. C'est la première fois qu'elle vient me voir, elle n'a jamais fait de kinésio. Et elle vient me voir parce que depuis 1 mois, elle pleure tous les jours. Alors que d'habitude, dans sa vie, dans sa vie, tout va bien. Il n'y a aucune raison concrète pour qu'elle pleure tous les jours. Ni ce mois-ci, ni le mois d'avant. Tout va bien dans sa vie. Elle a un travail, une famille aimante, un compagnon. Elle ne comprend pas. Elle n'a jamais fait de travail sur elle. Tout va bien. Jusqu'à présent, tout allait bien. Donc, je lui dis, est-ce que vous avez une idée d'où ça vient, ces pleurs-là? Et elle me regarde, elle me dit, ça doit être du mal-être. Alors je lui demande, je lui dis, à quand remonte ce mal-être? Puis là, elle me regarde, elle me dit, je ne sais pas. Alors ça commence à m'intriguer, donc je pose la question inverse. À quand remonte votre dernier souvenir de bien-être? Et là, elle me regarde et elle me dit, je ne sais pas. Pour faire l'expérience du jour, il faut faire l'expérience de la nuit. Pour faire l'expérience du bonheur, il faut faire l'expérience du malheur et réciproquement. Ça sert à ça. Je ne peux pas identifier le mal-être, pas plus que je ne peux identifier le bien-être si je ne sais pas où commence l'un, où s'arrête l'autre, et si je n'ai pas d'idée de qu'est-ce que ça représente tout ça. Donc cette personne, selon ses dires à ce moment-là, considère que peut-être, depuis plus loin que remonte sa mémoire, elle vit dans une sorte de mal-être nébuleux, sans savoir que c'est du mal-être. Ça se passe comme ça, qu'un un jour pousse l'autre, ça ne l'a pas empêché de réussir sa vie, sauf qu'à un moment donné, ça plante. Et c'est là qu'elle vient me voir et c'est là que ça m'intéresse.
Et on commence une séance de kinésiologie, on part avec un objectif. C'est un sujet de travail, c'est toujours un verbe positif, un verbe d'action, ça commence par je, etc. Et je cherche à l'aveugle. Moi, je travaille en kinésio à l'aveugle total. J'ai 200 et quelques bouquins chez moi dans mon cabinet et je cherche dans quel bouquin, à quelle page, quelle phrase va sortir. Ça passe pas par le mental, hein. Je suis pas psy. Et j'arrive sur un document, je cherche son objectif et le test m'amène à un document qui s'appelle les décisions prénatales d'autodestruction. Et la phrase positive, c'est « je veux être en bonne santé ». S'opposant au blocage, « je veux être malade ». Alors je lui dis l'objectif, « je veux être en bonne santé ». Elle me regarde avec des yeux ronds, elle ne se trouve pas malade, elle ne se trouve pas en mauvaise santé, elle est en bonne santé, tout va bien, elle n'est pas malade. Donc je lui donne quand même la définition de l'Organisation mondiale de la santé concernant la santé. Qu'est-ce que la santé? L'OMS a été créée en 1946, elle a donné cette définition de la santé, puisque c'est l'Organisation mondiale de la santé, donc il fallait bien qu'elle définisse la santé. Donc voilà ce que nous dit l'OMS à l'époque, en 1946. La santé est un état de complet bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Voilà. Donc là, elle commence à comprendre. Effectivement, hein, le mal-être, tout simplement, n'est pas un état de santé. Donc on est dans le sujet. On tire le fil, on explore, et puis à un moment donné, j'arrive à son arbre généalogique et je vais tomber sur son père. Et plus précisément, c'est la fratrie du père qui m'intéresse. Et je lui demande, est-ce que son père, déjà, est-ce qu'il est toujours vivant? Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Et elle me dit, oui, il a une sœur. Elle me dit, il avait un jeune frère aussi, mais il est mort il y a longtemps d'un accident de chasse. Ah bon? Voilà qui commence à m'intéresser. Et je commence à lui poser des questions, puis elle s'aperçoit qu'en fait, elle ne sait rien de cette histoire. On n'en parle pas à la maison. Elle ne sait pas à quel âge il est mort, elle ne sait pas comment il s'appelait, elle ne sait pas où il est enterré, elle ne sait pas ce qui s'est passé exactement. On est à une génération, hein. C'est pas loin, hein. On ne remonte pas à 15, hein. Une seule génération. Et puis je m'intéresse à ses grands-parents paternels, et là elle m'explique que non seulement le jeune frère il est mort, tragiquement, mais dans la foulée, le père a quitté ses enfants et sa femme, et il est parti reconstruire une famille, ils n'ont plus jamais eu de nouvelles. Donc la grand-mère s'est retrouvée, elle a fait 2 deuils. Son fils, son mari. Et elle ne sait pas trop, la jeune femme, elle ne sait pas quelle est période, combien de temps, elle ne sait rien. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'aujourd'hui elle pleure. Et elle pleure tous les jours. Et ça, c'est directement lié à ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans. Et ça remonte. Et plus on met sous le tapis, plus on cache, moins on en parle, plus c'est puissant. Et plus ça va apparaître, mais pas sur les générations qui ont vécu le truc, non, trop simple. C'est à partir de la 2e, 3e, 4e génération que ça commence à faire beaucoup de dégâts. Là, on a de la chance parce qu'on est juste à 2 générations ou une génération, on peut encore avoir du témoignage. Je le dis, vous avez votre père, parlez-lui. Ayez des informations, crevez l'abcès. C'est les larmes de la grand-mère qu'elle pleure peut-être, je ne sais pas. Et typiquement ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il n'y a rien qui se passe. Je n'ai pas de particulier. Et mon corps raconte une autre histoire. C'est-à-dire qu'il y a une double projection sur mon écran. Autre cas que j'ai pu expérimenter, une personne qui est venue me voir, un monsieur qu'on va appeler Marcel, qui a un certain âge, il boite d'une jambe, il a une boiterie, la médecine conventionnelle ne comprend pas, il n'y a aucune raison pour laquelle... Il n'a aucune raison de boiter, cet homme-là. Mais il boite, n'empêche qu'il boite et ça le dérange. Voilà. Pareil, à un moment donné, on se retrouve à devoir explorer l'arbre généalogique et je tombe sur un arrière-grand-père. Je lui dis, vous l'avez connu, cet arrière-grand-père? Vous savez des choses sur lui? Et là, il me dit, il a fait la guerre de 14, il est rentré avec une jambe en moins, il avait donc une jambe de bois, et donc il boitait. Et puis à ce moment-là, il réfléchit, puis il réalise, mais il y en a d'autres qui boitent dans la famille. Tous ceux de la descendance, ils sont plusieurs, à plusieurs maillons. Et il n'y a rien, à chaque fois c'est la même jambe. C'est la jambe qui n'est jamais revenue de la guerre. Et on continue à raconter à travers le corps la boiterie.
C'est passionnant. Hein. Alors des trucs comme ça, il y en a tout le temps en fait. Hein. Là j'en ai noté 2. Hein. J'ai pas le temps d'exposer d'autres cas, j'en avais un 3e, mais je préfère qu'on continue. Voilà, donc ça c'était pour la partie, on va dire, concrète, hein, concrètement. Alors je suis kinésiologue, je ne suis pas psychogénéalogiste, c'est-à-dire que je ne travaille pas, je ne fais pas d'études et de recherches sur l'arbre généalogique. Je ne travaille pas sur la vérité, bon, je travaille sur le système de croyance et sur le système informationnel. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire de la personne? C'est ça qui m'intéresse. Donc, moi je ne dis pas que c'est vrai ou pas vrai, c'est pas ça qui m'intéresse. Le passé est le passé. Ce qui m'intéresse, c'est que le présent ne soit plus pollué par un hypothétique passé, comme ci ou comme ça. C'est tout. Un psychogénéalogiste va faire des années de recherche avec l'arbre généalogique. Attention, c'est très précis. Nous pas, nous on a 1h30, on y va, direct. Ce qui nous intéresse, c'est de traiter les conséquences. Donc je vais commencer par aborder, du coup, ça nous amène à l'épigénétique, tout ça. Qu'est-ce que l'épigénétique? Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Donc je vais vous donner la définition telle que donnée par une personne qui s'appelle Claudine Junien, qui travaille à l'INSERM, ou peut-être qu'il n'y travaille plus, j'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé cette citation. Elle fait partie d'une unité d'épigénétique à l'INSERM en France. Et elle explique que l'épigénétique étudie l'influence de notre environnement et de notre histoire personnelle sur l'expression de nos gènes. Il y a la génétique, il y a l'épigénétique. Une des premières études qui a été réalisée en épigénétique a été menée donc, par des chercheurs en Norvège, je crois, c'était en Norvège. Ouais, en Norvège, dans un petit patelin qui a la caractéristique d'avoir des archives extrêmement bien conservées et très très précises sur les habitants du village. Et ce petit village, il a été frappé par une grosse famine à un moment donné, une très très grosse famine, et les chercheurs se sont intéressés à la génération touchée par la famine, et plus précisément ceux qui étaient en pleine croissance à ce moment-là, donc adolescents, jeunes adolescents, enfants, et ils ont étudié leurs descendants, l'état de santé de leurs descendants. Et ils se sont aperçus que plus les personnes avaient été frappées par cette famine à une époque de croissance, plus leurs petits-enfants étaient atteints de diabète. Et il n'y avait aucune raison logique pour laquelle les petits-enfants issus de cette génération, 2 générations au-dessus, qu'il y ait autant de diabétiques dans cette population, parmi ces individus. Et donc, Claudine Junien nous explique que l'épigénétique, elle explique parfaitement cet illogisme. C'est un illogisme sur un plan génétique, c'est totalement illogique. La situation actuelle, nous dit-elle, elle serait la résultante de modifications génétiques, ou plutôt épigénétiques, apparues chez les ancêtres et transmises, tout en étant accentuées chez les générations actuelles par un effet progressif transgénérationnel. C'est-à-dire qu'il va y avoir une conséquence, là on est dans le physique, on parle de diabète, hein. Tout à l'heure j'ai parlé de larmes, j'ai parlé de mal-être, là on est dans le physique, si j'ai parlé de boiterie quand même, hein, aussi. Mais boiterie, aucune raison tangible, une mémoire du corps de mouvement. Là on est dans du diabète, là on est dans le physique. Autre étude intéressante que j'ai retenue, là, c'est celle de l'équipe du docteur Moshe Swift, qui fait partie de l'université McGill à Montréal. Lui, il s'est intéressé au comportement de rats. Il a étudié des mamans rats et leurs petits. Il s'est aperçu que plus les mamans étaient câlines, plus elles toilettaient leurs petits, les chouillaient, les papouillaient, plus les petits étaient dégourdis, super adaptés à leur environnement, confiants, peu craintifs. Inversement, les petits qui n'étaient pas suffisamment toilettés ou qu'on sépare de leur mère trop jeune, ils vont être chétifs, inadaptés, craintifs. Et quand ils tuent les petits pour voir leur cerveau, parce que c'est des rats, on se permet ça, ils s'aperçoivent que les petits rats qui ont été bien choyés, qui sont bien résistants et bien adaptés à leur environnement, ils n'ont pas la même structure cérébrale, et notamment, ils ont un gène anti-stress d'expression plus développé que les petits rats qui n'ont pas été toilettés. Ça, c'est au niveau de l'hippocampe. Donc, il y a une modification au niveau du cerveau. Ça se voit physiquement. Autre chose intéressante qu'ils ont constaté, c'est que les petits rats qui ont été léchouillés, papouillés, aimés, vont à leur tour devenir des mères pour
pour les femelles, aimantes. Ça se transmet, le comportement se transmet, le comportement d'amour. Et inversement, ceux qui ne l'ont pas été ne le transmettent pas. Voilà. Ok ? Ce que nous pensons, sentons et croyons change l'expression génétique et la composition chimique de notre corps à chaque instant. Souvenez-vous, je vous ai présenté le test musculaire, je vous disais, je demande aux gens d'avoir une pensée positive et une pensée négative. Quand ils ont une pensée négative, le corps commence à balancer des hormones de stress, il commence à se préparer et à réagir. Tout le temps, ça bouge tout le temps. C'est pas stable en permanence. Je vais présenter maintenant quelqu'un qui s'appelle Fritz Albert Popp. J'en parle souvent, donc peut-être vous m'avez déjà entendu en parler, pour ceux qui connaissent. Donc lui, il fait de la biologie, il travaille en biologie et en physique, et il travaille sur... il a écrit un bouquin qui s'appelle Biologie de la lumière, il travaille sur les communications ultra ténues entre les cellules. Voilà. Et il explique qu'il y a des échanges permanents entre tous les êtres vivants, dans les cellules, dans le corps, mais aussi entre tous les êtres vivants à l'extérieur. Il dit nos cellules communiquent entre elles à l'intérieur de notre espace corporel, mais aussi à l'extérieur, avec l'ADN du monde végétal, animal et humain. Les transmissions elles se font par des faisceaux de photons, et il explique qu'il n'y a pas de perte d'énergie à distance. Pas de perte d'information, peu importe le temps, peu importe la distance, il n'y a rien qui se perd. Les Russes ont fait pas mal d'études comme ça, avec des petits lapins. Il n'y a pas de perte d'information, quelle que soit la distance. La communication est transmise. Et le temps, c'est pareil, ça n'a pas ça ne va pas altérer l'information. D'où la mémoire transgénérationnelle. Donc il dit il n'y a pas de perte d'énergie à distance et pas de dissipation du contenu informatique. Et ça nous amène aux facultés, la dame elle parlait de ça juste avant moi, ça nous amène aux facultés dites parapsychiques, télépathie, et aussi aux transmissions de contenus psychiques refoulés et inavouables, transgénérationnels. Tout ça c'est en lien en fait, il faut simplement comprendre, un peu explorer comment fonctionnent les cellules, comment fonctionne l'information dans nos cellules, comment ça fonctionne le monde quantique. C'est une grosse révolution, le monde quantique. On en parle peu, c'est pas évident, c'est complexe, mais c'est la plus grande révolution scientifique de tous les temps. Je vais vous parler maintenant de Marc-Henri, il est français, Marc-Henri. Il a écrit un bouquin, alors je ne l'ai pas amené, il est sur mon stand, il a écrit un bouquin avec une femme qui s'appelle Annie Tremboué, c'est un nom breton, j'arrive pas bien à le prononcer. Ils ont écrit un bouquin ensemble, Physique quantique et psychogénéalogie. Et dans ce bouquin, donc Marc-Henri, il est docteur en chimie, et il est président de l'association Nature au Quant. Nature au Quant. Il travaille sur la mémoire de l'eau. Il milite pour une approche quantique de la nature, utilisant l'eau comme vecteur d'information. Ça, on le sait depuis... il y en a plein qui ont travaillé là-dessus. On sait que ça se transmet par l'eau. L'eau se modifie en fonction des informations. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, allez voir les travaux de Masaru Emoto, c'est remarquable. Voilà. Bien sûr, il y a Jacques Benveniste, mais qui a été... évidemment, personne n'en parle en France parce qu'il a été traité de charlatan. C'est la France. Et donc, il nous explique que les passations de mémoire se font d'ascendant à descendant. C'est exactement ce que je vous ai expliqué avec les exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. En physique quantique des champs, il nous dit, il n'y a plus d'observateurs, mais des acteurs qui prennent en main leur destinée. La manière dont vous portez votre attention sur le monde, vos perceptions, façonnent la réalité collective ainsi que votre état de santé. Chacun de vos actes, chacune de vos paroles, de vos pensées, a une influence directe et immédiate sur tous les êtres vivants, sur l'environnement planétaire, sur notre système solaire et jusqu'aux confins les plus lointains de l'univers. On a une sacrée responsabilité. Quand on se plombe le matin, on se lève du pied gauche, on est le moral dans les chaussettes, on plombe tout, jusqu'à l'univers, aux confins et jusqu'à l'au-delà, comme dirait Buzz l'éclair. Alors on a une grosse responsabilité, mais on a une grosse puissance. Tout sauf l'impuissance.
Je sais qu'on dit tout le temps qu'on n'est rien, on sert à rien, on peut rien, on est impuissant, ça c'est pour nous détruire, ça nous détruit ça. Non, 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 on ne peut pas rien. À partir du moment où j'ai ma pensée, alors ma pensée de haut niveau, hein, pas mon intellect, mon mental qui tourne en boucle, non, ma pensée quand je suis totalement connectée, quand je me sens en syntonisation avec mon environnement, là, je fais beaucoup de choses. Je suis utile. J'aide ma planète. Hein, c'est bizarre, hein, mais on peut aider sa planète juste en étant chez soi et en se connectant par les prières, etc. Vous verrez, à l'occasion, vous regardez ma chaîne YouTube, j'ai mis plein de vidéos, j'explique plein de choses sur justement la force de la prière, etc. Bon, je continue cette petite présentation. Alors, ça, c'était Marc-Henri, et donc Annie Trévouet, qui est l'auteur, elle est psychogénéalogiste, hein, extraordinaire cette femme, elle a écrit des bouquins remarquables. Elle nous dit, par le biais de la psychogénéalogie, on recherche les passations positives et celles qui n'ont pas encore trouvé de solution de survie en chaque individu. Votre inconscient est un lieu clos, régi par une seule notion du temps, le présent éternel ou l'intemporalité. C'est dans cet espace permanent que vivent les défunts, les fœtus, les animaux et toutes les mémoires du monde. Et Carl Gustav Jung, il avait dit en son temps quelque chose d'assez approchant, il était très visionnaire, Jung, extraordinaire. Il a dit « L'inconscient serait non seulement le domaine des archétypes et des rêves, mais aussi celui des morts et des ancêtres. » Donc on se déplace comme ça dans un temps qui est intemporel, un présent permanent. Ça, c'est un espace-temps qu'on explore tout le temps. Moi, je pratique une kinésiologie qui est spécifique, assez particulière. Et donc j'ai écrit la petite conclusion. J'ai déjà fini, j'ai fait en 20 minutes. J'avais peur d'être en retard. Voilà, on a le temps pour les questions. Hein. Donc ma conclusion c'est la suivante, la kinésiologie libre quantique, ça c'est moi qui appelle ça comme ça, hein, c'est ma pratique, hein, c'est celle que j'ai créée au fil des années, de mes connaissances, mes expériences, etc. J'ai recréé un bazar qui est ma kinésio, la mienne entre guillemets, que je transmets, que j'apprends, que j'enseigne. Pourquoi j'ai créé ça? Pour qu'on me foute la paix, parce que en kinésio, comme dans beaucoup de domaines, il y a des royalties de partout, on n'a le droit de rien. Donc moi, je suis quelqu'un de très libre et d'indépendant. J'aime pas qu'on me mette des bâtons dans les roues, donc j'ai créé ma propre pratique, comme ça on peut bien me dire. Donc la kinésiologie libre quantique explore les systèmes informationnels, les mémoires, les bases de données. Elle détecte les programmes défaillants, cause de dysfonctionnement, et en effectue les mises à jour. Elle tutoie la psychogénéalogie, l'épigénétique, la physique quantique, les pratiques énergétiques et spirituelles. Elle explore le monde des vivants et des morts. Elle traverse les temps passés, présents et futurs, en quelques secondes seulement. Elle ne connaît aucune limite, sauf celles propres à chacun. Il n'y a que nous qui avons des limites. C'est une pratique qui n'a pas de limite. Aucune limite. C'est nous qui avons nos propres limites. Voilà. Bon, si vous avez des questions, eh bien, je peux y répondre. Si vous n'avez pas de questions, on laisse la place. Vous avez dit que vous parlez de la troisième carte, vous n'avez pas le temps de le citer tout à l'heure. Un troisième cas tout à l'heure. Ah oui, je peux vous parler du troisième cas, effectivement. Alors, le troisième cas. Alors, c'est un petit garçon qui m'a été amené. Il souffre d'énurésie, il a une dizaine d'années. L'énurésie, c'est pipi au lit. Hein, il y a pas mal d'enfants qui en ont ça encore. Donc il a fait pas mal de choses. Et puis donc la maman vient pour ce petit bonhomme. Il a aussi des périodes de concentration à l'école, de discipline. Il fait toujours le clown. Il aime bien faire rire les copains. Il a du mal à distinguer la classe et la cour de récré. Ok, bon. Alors déjà, il faut savoir qu'un enfant qui a du mal à se discipliner, qui s'agite comme ça, qui fait le clown, c'est un grand anxieux. Et s'il est très anxieux, ça veut dire que là, il a un parasitage de son cerveau limbique qui empêche le cortex de bien se concentrer. Pour pouvoir se concentrer, il faut être zen. Un enfant qui est en anxiété permanente, il a une suractivité au niveau de son cerveau limbique, donc son cortex est parasité, il ne peut pas se concentrer.
Donc, on commence notre séance, et puis à un moment donné, j'ai une drôle d'information. Alors, je l'attire, c'est marrant parce que ça vient dans la foulée de la conférence précédente. Je vais chercher un bouquin dans ma bibliothèque. Le test m'amène à un bouquin, alors numéro 4, deuxième rangée à gauche. Ok, je vais chercher le bouquin, c'est un bouquin sur l'expérience de mort imminente. Et là, je tombe sur une phrase, et la phrase, elle dit « La conscience a quitté le corps ». Je comprends pas bien le truc, je dis c'est bizarre ça. Puis je continue, je mets ça dans un coin de ma tête, je continue à tirer le fil. Et puis à un moment donné, j'arrive dans l'arbre généalogique. Et j'arrive à ses arrière-grands-parents. Et je comprends pas parce que c'est comme s'il y avait quelque chose entre les arrière-grands-parents qui créait une zone grise. J'ai une masse là, entre les arrière-grands-parents. Donc c'est la maman qui est là, et moi je suis plutôt du côté du papa. Donc je lui demande si elle connaît ces personnes, si elle les a connues, si elle en a entendu parler. Les personnes sont toujours vivantes. Et elle me dit, ah ouais, ils sont extraordinaires, c'est des gens, ils sont âgés, ils ont une grande sagesse, ils sont incroyables, ces gens. Je dis, ok, c'est bizarre, ça ne correspond pas à ce que je trouve entre les deux, là, cette masse, ce truc sombre. Bon, ben, je peux me planter parfois, moi, c'est pas un problème ça. Donc je continue, puis j'arrive au grand-père juste en dessous. Puis j'ai dit, alors, le grand-père, c'est quelle personnalité? Elle me dit, alors le contraire, ses parents. Pas du tout zen, pas du tout. Elle dit, c'est très compliqué, la vie est très compliquée pour lui, il est toujours en souffrance et tout le temps en dépression. Je dis, c'est bizarre, il a eu des parents bienveillants, très équilibrés, et il est complètement dysfonctionnel, il y a un truc étrange. Et puis, je lui demande s'il y a des points communs entre son fils, selon elle, et le grand-père paternel. Elle dit, oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu anxiété comme ça. Et je continue à tirer ici un fil, et je comprends, il y a des informations qui viennent du style peur d'être touché, peur d'être pris, il y a des choses comme ça qui sont douteuses. Ça ressemble à des mémoires d'agression sexuelle dans l'enfance, vous voyez, typiquement. Ce qui peut expliquer, alors l'urine, la nuit, l'urine ça peut être la peur, l'urine c'est la perte de territoire, ça peut être plein de choses. Donc je ne vais pas dire à la maman, votre petit garçon, il y a de grandes chances pour qu'il ait été abusé ou agressé, on ne sait pas. Par contre, j'ai des gros doutes sur le grand-père. Parce qu'il n'y a rien qui explique que cet homme, il bascule complètement et que sa vie soit un enfer alors qu'il a eu des parents aimants, etc. Et je fais l'hypothèse que peut-être ce que je ressens entre les parents, c'est le non-dit. C'est ce qu'ils n'ont pas vu. Vous savez, on ne peut voir que ce qu'on peut concevoir. On ne voit pas quand nos enfants ils ont été agressés. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Hein. Ils oublient. C'est totalement occulté. Les adultes ne s'en souviennent pas. Ils ont juste un mal-être qui reste. C'est compliqué, ça. Hein. Alors, on ne peut pas dire que c'est vrai ou pas vrai. Moi, je vous l'ai dit, je ne travaille pas sur la vérité. Je travaille sur un système de croyance n'empêche que j'ai un corps qui réagit exactement comme ça. Comme s'il avait peur. Et il raconte quelque chose, a priori, probablement, vécu par le grand-père, que le grand-père ne va jamais libérer, sur lesquels il ne mettra jamais de mots. Et c'est à son petit-fils qui est de régler le truc, entre guillemets. C'est-à-dire de raconter à son tour l'histoire et de libérer la parole et la mémoire. Libérer la mémoire pour tous les descendants, toute la famille. Libérer la mémoire au sens informatique du terme, il faut qu'on fasse une mise à jour, il faut qu'on archive. Parce que sinon, le mal-être continue en passant d'une génération à l'autre. Ok? Voilà. Vous avez des questions? Non? Ah ben c'est très bien, c'est que j'ai été claire. Ou alors pas du tout, et que c'était trop confus et qu'il n'y a pas de questions. Voilà, j'ai des cartes ici. Mon stand, c'est le 28. Si vous avez des questions pour venir à mon stand, je propose des séances de découverte aussi, je lis, sur le salon tous les ans. Et là, aujourd'hui, j'en propose également. Des petites séances d'une demi-heure, à peu près à la louche. Voilà, je prends une personne par heure max. Merci à vous.